Salut! Bienvenue dans À Cheval, le podcast de l'équitation collaborative. Je suis Morgane, je suis coach en équitation et j'accompagne mes élèves, peu importe leur discipline ou leur niveau équestre, vers plus de collaboration dans leurs échanges avec leur cheval. Si tu es cavalière et que tu es à la recherche de connaissances, de tips, de réflexions ou d'exos pour que ton équitation devienne plus collaborative, alors t'es au bon endroit. Dans ce podcast, je te partage seule ou avec mes invités tout pour t'inspirer et que tu puisses développer l'équitation dont tu rêves avec ton cheval. T'es prête? Allez hop, à cheval! Bonjour mesdames! Salut Lucie! Salut Morgane, salut Elodie. Salut Salut les Élodie! filles. Je suis hyper contente, je dis ça à chaque début d'épisode, mais je suis encore une fois hyper contente, j'ai trop hâte d'enregistrer cet épisode avec vous deux. Pour expliquer un peu ce qu'on fait là, aujourd'hui nous sommes 3 autour du micro. On est donc dans notre série avec Lucie Lecor où on débunk des idées reçues sur le travail du cheval. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir une nouvelle invitée, Élodie Martineau, qui est masseuse équine et cavalière de jeunes chevaux, qui vient spécifiquement pour ce sujet d'épisode, puisque on va parler aujourd'hui de il faut travailler dur pour travailler bien. Et quand on a discuté de l'organisation et de ce qu'on avait envie de partager dans cet épisode de podcast avec Lucie, elle m'a dit non mais attends Morgane, moi je connais une masseuse équine qui a fait un sujet sur son mémoire qui est trop bien, qui est en rapport avec ça, ce serait trop intéressant qu'on l'ait avec nous. Donc nous avons choisi de l'avoir avec nous. Bienvenue Élodie. On va parler sur ce sujet-là, du coup, parce que il y a beaucoup d'idées reçues autour de ça. Je pense qu'on l'a toutes aussi, on le partageait un peu en off avec les filles, sur tous ces grands trucs de j'ai l'impression de rien avoir fait avec mon cheval parce que il n'a pas transpiré aujourd'hui, parce que j'ai pas travaillé aux 3 allures, parce que il peut y avoir plein de parce que. Et en fait, en vrai, on a plein d'aspects dans le travail du cheval. Il y a le côté musculaire, il y a aussi le côté psychologique, apprentissage. Et donc, j'ai envie de commencer par une question, les filles, à vous poser. Pour vous, c'est quoi les critères d'un bon travail, d'une bonne séance? Mhm. Est-ce que l'une de vous veut commencer? Alors, du coup, je vais commencer à la limite parce que comme j'ai été donc cavalière jeunes chevaux, j'ai fait pas mal de débourrage. Ouais, Et donc, l'apprentissage, c'est le cœur de cette activité-là. Et pour moi, une bonne séance, c'est quand même une séance où à la fin, le cheval, il a envie d'y retourner quand même. ouais, Alors, il se dit, ah, c'est déjà fini. Et il n'est pas cuit, et on l'a pas poussé, je l'ai pas poussé dans ses retranchements. Peut-être j'ai été juste en dessous de son seuil de tolérance en termes de carburant mental et physique, mais je ne l'ai pas dépassé. Après, c'est dur, je trouve, à jauger, et puis ça va dépendre des chevaux, de leur tempérament aussi, mais voilà, pour moi, ça va être ça, une bonne séance. trop bien. Et toi, Lucie? Bah, je suis assez d'accord avec Elodie. Du coup, moi, je suis un peu moins spécialisée dans le travail du jeune cheval. Mais par exemple, dans le travail d'un cheval un peu plus avancé, je peux avoir des séances extrêmement courtes et extrêmement productives parce que je suis sur un point technique précis. Pour moi, une bonne séance dans ce cas-là, ça va être qu'on se soit mis d'accord sur des codes de communication communs et qu'on se soit dit tous les deux, ah ok, en fait, c'est ça que tu veux. Ouais, c'est ça. La bonne réponse que tu m'as donnée, c'est celle-là. Ok, j'arrête. En fait, pour moi, une bonne séance, c'est une séance qui s'est arrêtée au bon moment. Ouais, C'est dur ouais, à jauger ça. ouais. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Mm. J'ai mis extrêmement longtemps, surtout quand on travaille pour des écuries ou pour des élevages, donc avec le regard des propriétaires ou quand on travaille pas pour soi. C'est extrêmement compliqué d'arriver à assumer le fait de se dire aujourd'hui j'ai fait que du pas. Mm. Parce qu'en fait, j'ai fait 2 départs au galop, un à gauche, un à droite. C'était Mm. exactement ça que je voulais. Ça fait 35 minutes que je suis à cheval et je vais arrêter. Parce Mm. que de continuer, ce sera contre-productif. L'enseignement d'aujourd'hui, pour moi, pour lui, c'était ça. Donc j'arrête. Ouais. C'est vrai que souvent, avant, je travaillais aussi dans l'artisanat et à un moment donné, on se disait, enfin, il y avait un peu cet adage, le mieux est l'ennemi du bien. Mm. C'est vraiment le truc quand tu es content de ta pièce,
évite d'aller plus loin parce que tu vas enlever trop de matière ou tu vas voilà. Et avec les chevaux, je trouve que c'est pareil et souvent, au début de moi, mon apprentissage en tant que cavalière pro, je faisais l'erreur de me dire: «Ah, il est trop bien aujourd'hui, on va essayer cet exercice-là parce que franchement, il est de bonne disposition». Mais bon, ça faisait déjà 3/4 d'heure que la séance avait commencé, là, il y avait donc voilà, tout se dégradait et je m'en voulais parce qu'après je devais repasser une demi heure à refinir sur un truc bien qui était moins bien qu'au moment où je me suis dit: «Allez, on va continuer». Ouais. Je crois que la sensation, Morgane, je sais pas, tu vas nous dire aussi toi ce que tu en penses, mais la sensation de descendre de cheval en se disant, mais j'ai été tellement bête de continuer. Et Ouais. Mmh. une espèce de sensation de s'en vouloir, de pas avoir écouté la petite voix qui nous disait, non mais là c'est bien, c'est super. Oui, on n'a pas galopé à droite, mais on s'en fiche Ouais. complètement. Là c'est top. Pardon. Il t'a donné un super galop à gauche, alors que d'habitude c'est vraiment compliqué. Vous vous êtes compris, vous êtes allé au bout voilà, enfin, vous avez une symbiose à un moment donné dans un exercice qui a fait que la communication, encore une fois, a été fluide. Bah stop, parfait, très bien. En Mmh. fait, la quantité ne fait pas la qualité. Qu'est-ce que tu en Mmh. penses, Morgane? Moi, il y a plein d'exemples qui me viennent. Moi, je fais beaucoup de séances que au pas finalement, avec mes chevaux, avec mes élèves, et je les trouve hyper intéressantes. Et dans la grande majorité des cas, je n'ai pas un pet de transpiration sur mes chevaux, mais souvent j'ai des chevaux après qui sont cuits presque encore. Enfin, j'allais dire plus mentalement que physiquement, je sais pas parce que, enfin, moi perso, depuis le mois de septembre, je me suis remise à un cours de renforcement musculaire. On est relativement statique. Je peux vous dire que dans les 3 jours derrière, j'ai quand même l'impression d'avoir bossé, hein. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc, tu vois, on bosse, du coup, beaucoup en contraction isométrique, donc vraiment de toutes ces contractions musculaires qui nous servent finalement à maintenir notre équilibre en statique, je vais dire, globalement comme ça. Vous pourrez me rajouter quelque chose, les filles, si c'est pas assez juste pour vous. Mais il y a, tu vois, on peut faire beaucoup de sport et mobiliser fort nos muscles sans bouger beaucoup finalement. Et Oui. je crois qu'il y a beaucoup de séances OPA qu'on fait avec nos chevaux, Mmh. notamment celles qui sont basées sur l'équilibre droite-gauche. Chez moi, en ce moment, avec mon cheval qui est fort dissymétrique, où j'ai vraiment l'impression que OPA, lui demander de prendre le temps de poser un antérieur, puis l'autre, et du coup mettre son poids un peu plus que d'habitude sur l'antérieur qui a pas l'habitude de porter du poids, bah, en fait, déjà ça, c'est Mmh. un vrai effort, quoi. Donc, ouais, moi, je parle beaucoup tu sais, en vert, en orange et rouge. Heu, L'idée dans les séances, c'est d'aller chercher le orange pour mettre notre cheval un peu au-delà de sa zone de confort, ou en tout cas ce qu'il a l'habitude de faire. Mais si on est dans le rouge, bah, on est moins pertinent, quoi. Donc Mmh mh. l'idée, c'est d'aller chercher le orange, mais pas d'aller dans le rouge. Donc pas d'aller au-delà de ce qu'il est capable de nous donner, pour pas qu'il vienne, ce que tu disais, Elodie, au départ, pour pas qu'il soit dégoûté de sa séance, et pour pas qu'on aille au-delà et avoir cette sensation dont tu parlais, Lucie, aussi de, «Oh là là, je me suis enflammée, j'ai fait n'importe quoi finalement, quoi». Enfin, c'était Mmh. trop bien jusqu'à la 35e minute et après c'était l'enfer. Et après on galère à finir sur un truc bien, quoi, Ouais. parce qu'on est rôtis, en plus on est vénère parce qu'on s'en veut, et ouais. Donc il y a vraiment, ouais, il y a vraiment ça. Du coup, je voulais rebondir parce que par rapport à ce que tu disais Morgane, c'est vrai qu'il y a aussi une question d'habitude et de changement d'habitude. Le changement d'habitude, ça demande quand même pas mal d'efforts. On peut avoir un gars super musclé, hyper fort en escalade. S'il vient, passer, je sais pas, une demi heure, sur un cheval, on va le perdre, quoi. Parce que son corps a pas l'habitude de fonctionner comme ça et parce que du coup, ça change complètement, aussi son référentiel, de positionnement, d'équilibre et cetera et du coup, je trouve aussi que ce qui peut être intéressant pour tout ce qui est renforcement musculaire, mais pas que, aussi renforcement mental, c'est le changement de discipline et d'activité pour les chevaux notamment. Et ça m'est arrivé, pour le coup, d'avoir un cheval que je suis en massage, qui est plutôt orienté très dressage et il stagnait un peu, difficile un peu de passer les changements de pied sans qu'il s'énerve. Enfin bon, c'était voilà, on était un peu sur un moment pas ouf pour, et le cheval et la propriétaire. Elle a voulu se lâcher un peu la grappe.
elle l'a fait sauter un peu en liberté, elle lui a fait faire des barres au sol, enfin bref, elle lui a changé un peu de son environnement d'activité physique. Et elle est revenue sur cet exercice-là, il était beaucoup plus serein, il a passé les changements de pied, donc puis même moi, du coup, comme je le suivais en massage, j'avais un peu une évolution aussi de ses tensions. Il y en avait qui s'étaient dissipées, il y en avait d'autres qui prenaient naissance, et puis son corps avait changé, enfin, il s'était étoffé, ça lui avait vraiment apporté beaucoup de positif, quoi. Ouais, et je pense que ça, c'est important ce que tu dis sur le fait de varier. De toute façon, on sait que la variation dans le travail, donc on va penser variation d'allure, variation d'attitude, tout ce qui va permettre aux muscles, encore une fois, de se contracter et de se relâcher, ça va être bénéfique pour le cheval. Et il y a autre Mmh. chose dont je voulais qu'on parle aujourd'hui, et c'est spécifiquement ça, pour ça que je trouvais ton témoignage et ta prise de parole avec nous hyper intéressante, Elodie, c'est sur la question de la pause, qui est pas très abordée, pas très valorisée, voire même totalement dénigrée quand on travaille de manière professionnelle dans le milieu du cheval. Mmh. Euh, En tant qu'enseignante, c'est des choses vers lesquelles enfin, qu'on oublie. Moi, je trouve que je fais vraiment extrêmement attention avec mes élèves à leur demander de faire des vraies pauses avec les rênes à la couture. Donc, Mmh. plus aucune contrainte sur la locomotion, à part le fait de continuer à avancer pour garder les muscles en exercice et le corps Mmh. et le cardio en mouvement, en action. Mais du coup, ouais, cette notion de pause, toi, c'est quelque chose sur lequel tu as travaillé particulièrement. Et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu. Et oui, alors, donc pour, recontextualiser un peu le sujet, j'ai, réalisé mon étude de cas de fin de formation, donc chez Equiphysio, sur, l'impact du massage sur les capacités d'apprentissage du jeune cheval. Et donc la pause, elle s'inscrivait dans, mon protocole de test. Donc j'avais un test, qui je voulais en fait simplement voir si j'étais capable de, quantifier la qualité de la mémoire, de la mémorisation du cheval par rapport à l'exercice. Donc j'avais choisi un exercice très simple, je crois qu'on appelle ça un exercice de discrimination, où le cheval je valorise en fait le fait qu'il choisisse un objet, un des deux objets que j'avais placé devant lui, en venant le toucher du bout du nez. Donc après, j'avais fait un conditionnement au clicker, etc. Et, et donc, en fait, pour mesurer un peu cette mémorisation quand le cheval revient devant l'exercice, j'avais intégré une première phase où il y avait l'apprentissage de «Ah, c'est ça la bonne réponse, d'accord». Ensuite, je demandais au propriétaire de partir 40 secondes avec son cheval, sortir de l'environnement, de revenir devant l'exercice, et puis avant qu'il arrive à 1 mètre de l'exercice, je lançais mon chrono et je voyais au bout de combien de temps le cheval me redonnait la bonne réponse. S'il y avait un essai avant, s'il y avait un comportement intermédiaire, parce que je relevais aussi tous les comportements intermédiaires, donc les signaux de stress, l'intérêt à l'environnement, le fait de chercher le contact avec le distributeur de récompense, par exemple. Donc, il y avait une deuxième phase après les 40 secondes de pause, et puis il y avait une deuxième phase d'exercice après 2 minutes de pause. Voilà, et entre-temps, donc ça, je faisais cet exercice-là, ce test-là au début de mon protocole de massage. Donc pour tous les chevaux que j'avais 2 groupes. Un groupe de chevaux qui seraient massés pendant 4 semaines, sans entraînement à cet exercice-là, et un groupe de chevaux qui ne seraient pas massés, qui ne seraient pas non plus entraînés à cet exercice-là. Et au bout de 4 semaines, je reviens avec mes 2 groupes de chevaux et je leur représente ce test-là. Et donc déjà, au bout des 4 semaines, que ça ait été un cheval massé ou non massé, j'avais un apprentissage. Donc le cheval n'était, je rappelle, pas entraîné du tout par son propriétaire ou par moi à l'exercice. Et au bout de 4 semaines, ils se souvenaient tous que le clicker, c'était la bonne réponse, qu'à partir du moment où ils avaient touché l'objet et qu'ils étaient récompensés, et ben, c'était cet exercice-là et ce comportement-là qu'on attendait d'eux. Et ça, que le cheval a été massé ou pas massé. Après, pour les masser, il y a eu une sorte d'automatisation de l'apprentissage qui était un peu plus évidente. Mais voilà, déjà au bout de 4 semaines sans entraînement, il y avait une mémorisation et même une amélioration de la performance d'apprentissage. Et après, au sein même du test, au bout de la pause de 40 secondes, puis au bout de la pause de 2 minutes, pareil, j'avais une progression de l'apprentissage, c'est-à-dire que les réponses étaient données de manière plus du tac au tac. Ils réfléchissaient moins, en fait.
c'était un petit peu comme si ça avait laissé le temps de s'imprégner, que ce soit un comportement un peu codé dans leur, enfin, je vois ça comme ça, mais dans leur programme neuromusculaire, ouais, neurologique, etc. Et que du coup, ça leur demandait moins d'efforts, moins de réflexion. Après, une fois que la pause avait été faite, pour récupérer et rechoper leur friandise, quoi. Voilà, ça avait été super, super intéressant. Et après, évidemment, il y avait des variations en fonction du tempérament du cheval, de l'environnement dans lequel il était présenté. Enfin, j'étais chez différentes écuries, donc différents propriétaires. Donc tout ça, ça changeait, mais chaque cheval était son propre témoin. C'était aussi ça le but de mon test. Mais voilà, c'était incroyable, trop bien. Et là, je m'étais dit, donc en tant que cavalière, bah, ça m'a fait vachement évoluer aussi dans ma manière d'entraîner les chevaux que j'avais, quoi. Ouais, ouais, Morgane, vas-y. Du coup, j'ai vraiment, j'ai envie de rebondir sur le fait, tu vois, moi, ça me confirme que les chevaux, ils n'oublient pas. Tu vois, il y a ce truc de, Ouais, pour que mon cheval apprenne quelque chose, j'ai pas besoin d'être là tous les jours à lui répéter, répéter, ouais, répéter, répéter. Ce qu'on peut imaginer et ce qu'on fait tous assez souvent, tu vois, de dire, bah, j'ai envie qu'il apprenne ça, je vais venir tous les jours. En fait, si on fait les choses bien en lui laissant le temps d'intégrer, et ben finalement, il oublie pas, il apprend, quoi. ouais. Et c'est vrai que du coup, je rebondis, mais après, enfin, avant même ce test-là, en fait, ça m'a fait réfléchir à des fois des progressions incroyables que j'avais de la part de jeunes chevaux qui, par exemple, le vendredi, avaient énormément de mal avec un exercice. Bon, ils m'avaient donné comment dire, une esquisse de la bonne réponse. Je les avais laissés là-dessus en me disant, écoute, on verra ça plus tard. 2 jours plus tard, je le reprends, le lundi, et là, il me sort l'exercice sans plus de difficultés physiques, sans s'énerver, sans chercher 3 heures ce que je cherche là. Et j'avais l'impression qu'ils avaient regardé, tu sais, un tuto sur YouTube la nuit, quoi, ou le week-end. Enfin, c'était assez impressionnant. Même dans l'organisation de leur corps, quand on leur demande d'aller sauter un peu un obstacle en liberté, enfin, tout ça, vraiment, la pause, ça les a, ça peut débloquer des choses, en fait, je trouve. Mais la pause, effectivement, entre deux séances, ou même ça nous est tous arrivé de... Enfin, moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, où je suis revenue accompagner une cavalière avec une jeune jument de 5 ans, qui est une jument de travail, donc qui travaille avec les taureaux. Et du coup, c'est une jument qui était extrêmement instable dans son contact, très anxieuse dans le travail, très pas cadencée, enfin, le typique de la jeune jument, quoi. Mmh. Donc je vois cette cavalière il y a 3 4 jours. Et déjà, dans les premières minutes de la séance, au niveau du faciès, au niveau du visage de la jument, au niveau de son attitude au pas, elle avait un vrai pas ample à 4 temps et tout. Et donc, je dis à ma cavalière, waouh, mais vous avez hyper bien bossé. Elle me dit, ah non. Ah oui. En fait, on a passé 3 semaines à faire. Oui, on a travaillé, mais on a trié, on s'est baladé, on a travaillé dans les taureaux. Alors, avec toujours la même recherche de décontraction, parce que c'est notre recherche. Voilà, Mmh. elle a eu des pistes de travail qu'elle a pu adapter, elle, dans autre chose. Et pareil, exactement la même réflexion que toi, Elodie. Bah, la jument, on a gagné, je sais pas, 1, 2, 3, 4 mois de travail, simplement parce que bah, on a mis les bases dans la carrière, et puis après, elles sont Mmh. parties faire leur truc, quoi. Trop bien. Et au sein même d'une séance, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à commencer, par exemple, mes exercices à la main où c'est la plus facile pour le cheval et pour moi. En général, c'est la même. J'ai principalement, enfin voilà, je suis droitière et j'ai principalement des chevaux qui sont plus à l'aise à main droite. Et du coup, voilà, je commence toujours mes séances par la main à laquelle c'est la plus facile pour que le cheval se dise, ah ok, bon, bah déjà, cette main, c'est facile pour moi, c'est facile pour elle, je comprends ce qu'on me demande, l'exercice passe bien. Et après, je vais demander un peu avant, je vais moduler mon exigence à la main qui est la plus compliquée et surtout entre les deux mains, mais toujours un moment de pause. Ça peut être 20 Mmh. secondes. Il n'y a pas besoin d'avoir des pauses de 45 minutes, mais 20 secondes, on lui lâche la grappe, on fait marcher, on aère le cerveau, on aère le corps, on permet aux muscles de respirer et on réattaque avec cette espèce d'idée de la page blanche. Mmh. Ouais. Et de vraies pauses. Tu vois, ça peut être 20 Mmh. secondes, mais pendant 20 secondes, vraiment, on se lâche et on lui lâche la grappe, quoi. Pas Mmh. une espèce de semi-pause, de on marche au pas, mais je tiens quand même un peu mes rênes.
où je décide Ouais, encore on pose les rênes, on pose les mains, on regarde, nous, les oiseaux. Vraiment, ce truc pour moi, c'est aussi ça. C'est, toi, quand tu disais, Élodie, pendant ton protocole, les gens s'en vont. Tu vois, c'est pas une pause où ouais, genre on reste devant l'exercice et on parle quand même de l'exercice en laissant pas trop bouger le cheval. ouais, Non, non, c'est une vraie pause on s'aère, ouais. on fait autre chose, quoi. Ouais, je demandais même pardon, à changer d'environnement, en fait. Et ouais. Alors, en 40 secondes, c'est compliqué, mais en 2 minutes, c'était plus faisable. D'ailleurs, ça me fait penser selon les tempéraments de chevaux que j'avais, au débourrage, des fois, je leur accordais une pause, je sentais qu'ils en avaient besoin, c'était juste, je ne les regardais plus. Je ne les comprenais plus dans mon intention et il y a à ce moment-là, j'entendais des ébrouements, des: «Ah enfin je respire», toute l'attention n'est plus focus sur moi et ça leur faisait vraiment énormément de bien. Il y a des chevaux aussi pour qui, alors là on dit marcher au pas, mais il y a des chevaux pour qui, avec toujours pareil en fonction des tempéraments, il y a des chevaux pour qui la pose immobile est Ouais, enfin, est plus oui, douteuse que inconfortable. la pose en mouvement. Je ne sais pas si vous voyez ce type de chevaux qui montent très vite en émotion, ou en tout cas certains chevaux qui montent très vite en émotion, qui vont avoir du mal à respirer par exemple dans les exercices, etc. Moi, ça m'est arrivé deux fois où, alors c'est de l'ordre du feeling, c'est pas forcément très scientifique, mais à chaque fois, je me suis dit, ok, toi, tu as juste besoin de t'arrêter. On s'arrête, Mmh. on fait plus rien, on réfléchit, et vraiment, moi, je suis persuadée, hein, alors, c'est hyper anthropomorphique, et je vais me faire taper sur les doigts, mais je m'en fiche, mais je suis persuadée qu'il y a un cheval réfléchit, un cheval pense à Mmh. ce qu'il est en train de ressentir dans son corps, et il Oui, faut lui laisser ce temps-là pour qu'il s'approprie son corps, qui modifie sa proprioception, sa coordination musculaire. Et oui, alors oui, il y a des séances où on va être plus sur le cardio et où du coup, ben, la pause sera vraiment juste là pour souffler, laisser les muscles se réoxygéner, etc. Puis hop, on repart parce qu'on est dans une séance de cardio. Mais je trouve que les apprentissages, que ce soit des nouveaux exercices ou de coordination dans des exercices plus complexes, euh, la pause est absolument primordiale. mmh. D'ailleurs, quand Lucie, tu me dis, «Je suis persuadée qu'un cheval réfléchit». En fait, ça, c'est des choses que je vois en massage qui sont assez, incroyables et notamment, du coup, pendant cette étude de Cala, j'ai eu l'occasion et rares sont les occasions parce que c'est un engagement financier assez fort, de faire masser son cheval toutes les semaines pendant 4 semaines. Bon, ça n'arrive que parce que là, j'étais en études et que, ben, voilà, c'était gratos, quoi. C'était pour moi. C'était ma tournée. Et en fait, je voyais qu'il y avait vraiment une augmentation de la concentration du cheval au fil des séances, sur ce que je faisais et sur ce qu'il ressentait dans son corps. En fait, quand on va masser un cheval, il y a souvent alors les je vais peut-être me faire taper aussi sur les doigts, mais les juments arrivent davantage à, un peu s'introspecter, un peu faire attention à ce qu'elles ressentent, leurs émotions qui sont en train de les traverser et cetera. Plutôt que les ongles en général, eux, ils sont pas très à l'aise avec les émotions qui arrivent, avec en tout cas les sensations qui arrivent pendant le massage et donc ils vont essayer un petit peu de chercher à fuir, à regarder un peu leur environnement, voir s'ils peuvent pas faire un autre truc en même temps parce que franchement, faut s'occuper de tout ça, c'est pas très confortable, quoi et en fait, bah, notamment pour les ongles que j'ai suivis régulièrement comme Hem, ça leur a au fur et à mesure des séances, je voyais qu'ils étaient beaucoup moins mal à l'aise avec ces sensations-là qui les traversaient et qu'ils étaient beaucoup plus dans la concentration, dans le: «Qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec ses mains? Je crois que là, il se passe un truc dans mon corps. OK, je vais peut-être me laisser traverser». Enfin voilà, après tout ça, c'est des paroles que j'applique aux chevaux et voilà, mais c'est pour vous traduire mon ressenti, la manière dont je l'ai vécu et dont j'ai observé les choses changer. C'est-à-dire que concrètement, ils devenaient moins fuyants, au contact, ils étaient beaucoup plus, à mettre de la pression sur ma main. Donc ils participaient en fait beaucoup plus au massage et puis, ouais, ils étaient vraiment plus dans le relâchement, voilà, ouais, c'était vraiment ça donnait vraiment l'impression d'une concentration en eux-mêmes qui était, il y avait un entraînement en fait forcément, mais qui était en progression, quoi. Hyper intéressant. Mmh. Ben, moi, je trouve quand même que la notion de il faut travailler dur pour travailler bien, c'est aussi très lié à des exigences externes, extrinsèques.
c'est-à-dire extrinsèques au cheval, extrinsèques au couple. Ça peut être des objectifs de performance en compétition, ça peut être des objectifs qu'on se fixe en se disant, parce que la pression sociale équestre nous fait nous dire que, ben, oh là là, mon cheval, il a 8 ans, il passe toujours pas les changements de pied. Genre, oh là là, mon Dieu, mon cheval a 6 ans et je sais pas, il n'est pas capable de faire un cercle au galop à droite sans repasser au trot parce que c'est trop dur. Et du coup, bah, on travaille pour atteindre des objectifs qu'en fait, qui sont ni ceux de nos chevaux ni les nôtres. Et ça, je trouve Ouais. que c'est important aussi de se dire que la modulation de nos exigences, elle doit être personnelle. Et en tant que coach et enseignante, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément dans les premières séances quand je rencontre un couple, c'est de dire, OK, quels sont tes objectifs, mais les tiens, Mhm. les vrais. Et des fois, c'est juste de me dire, bah voilà, moi j'aimerais bien pouvoir être en sécurité quand je vais en extérieur, donc j'ai besoin d'avoir un peu plus de contrôle dans la carrière, parce que déjà dans la carrière, c'est un peu compliqué. Alors qu'au départ, c'était moi je veux faire du dressage. Mais non, Ouais, pas du tout ça les objectifs. ouais, Mm. hyper intéressant. Moi, il y a pas longtemps, où j'ai été un peu crispée par une réflexion. Enfin, ça m'est revenu, tu vois. J'ai pris un stage avec une cavalière de haut niveau qui m'a dit ce truc de à son âge, ton cheval devrait savoir faire ça. Et Bien. parce que moi, mon cheval, il a 15 ans, il passe toujours pas les changements de pied. Il y a quelque chose chez lui, chez moi, enfin, il les passe enfin, tu vois, quand je n'y pense pas sur le cross ou sur le CSO, il les passe, mais en mode dressage, quand je veux passer mes changements de pied, voilà, il ou on n'y arrive pas. Mm. Donc il y a un truc, tu vois, qui me dit, bah, en fait, c'est pas physique, donc en vrai, je m'en fous un peu. Enfin, tu vois enfin, bon, c'est un exercice enfin, au milieu de tant d'autres. Mais je me souviens que cette cavalière, elle m'a dit ça. Et à l'époque, je me disais, mais attends, enfin, tu vois, moi, j'ai 30 ans. Tu sais, c'est un peu dire, quoi, t'as 30 ans et tu cours pas des marathons? Tu sais, je trouve qu'il y a un truc de, à ton âge, tu devrais quand même courir des marathons. Je trouve qu'on projette aussi chez les chevaux un espèce de dressage, tu vois, comme ça, en mode, bah, à 4 ans, il sait faire ça, à 5 ans, il sait faire ça, à 6 Ouais, ans, il sait faire ça, et ainsi de ouais. suite. Alors, dans la vraie vie, bah, on respecte pas forcément cette progression. Tu vois, Lucie, tu parlais de progressivité sur d'autres épisodes de podcast. Bah, en fait, c'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de qu'est-ce qu'on lui demande, de comment il se sent, de comment on se sent, est-ce qu'on a le niveau technique d'eux. Enfin, tu vois, il y a plein de paramètres, quoi. Mm. Après, ça dépend du marché. C'est-à-dire que là, nous, on est sur un marché de. Enfin, je pense que toutes les deux, au moins avec Morgane, on a une clientèle quand même très amateur, etc. Après, il y a un certain marché dans le monde Oui. du cheval et du cheval de dressage qui fait que, bah, si, en fait, il y a des exigences qui sont liées au circuit des jeunes chevaux, puis Mm. au circuit classique, qui font qu'à 7 ans, il doit être prêt pour le Saint-Georges. Basta, cosy. C'est Ouais. comme ça. S'il n'est Ouais. pas, ben, c'est que soit le cavalier pro est pas bon, soit le cheval est pas bon. Ouais, mais sauf que c'est pas la majorité. Enfin, tu vois, un cheval de près enfin, en pourcentage de la population équestre, tu vois ce que je veux dire? En Mm. pourcentage de cavaliers, des gens qui ont vraiment besoin de emmener un cheval à Saint-Georges à 7 ans, c'est quoi? 1%, 2% des cavaliers, 1%, 2% des chevaux, tu vois, des gens, enfin, la plupart des cavaliers et des gens qui pratiquent l'équitation, finalement, en vrai, tu vois, moi, je me suis posé cette question-là aussi à l'époque. Moi, je faisais du complet en amateur et dans ma tête, c'était à tel âge, il faut que j'ai fait telle épreuve et tout. Et à un moment, je me suis dit, bah, en fait, enfin, genre, ça va changer quoi? Enfin, tu sais, que je fasse mon amateur 1 quand mon cheval il a 8 ans ou quand il en a 10, en vrai, ça, on s'en fout un peu. J'ai pas l'intention de le revendre, j'ai pas l'intention. Enfin, tu vois, et je pense qu'on est beaucoup aussi à se donner cette exigence-là au départ en se disant, bah, on doit faire le circuit jeunes chevaux, par exemple. Moi, j'ai eu mon cheval à 5 ans, je me devais, enfin, il y avait ce truc de, il a 5 ans, je vais faire le circuit jeunes chevaux. En vrai, de vrai, bah, on s'en fout. Derrière, je dois pas le revendre, il n'y a pas d'objectif Mm. obligatoire, tu vois. Il y a aussi je trouve cette notion-là de rentabiliser un peu son achat. Ouais. Quand on a acheté un cheval de sport avec des bons papiers, il a été élevé dans un élevage professionnel, puis débourré, puis machin, tu as envie de pas le gâcher quelque Mm. part. Alors, moi, je suis pas propriétaire, mais du coup, je navigue beaucoup, enfin, je vois beaucoup de propriétaires passer. Et c'est vrai que des fois, quand ils se font un bobo, qu'ils peuvent plus le monter pendant plusieurs mois, quand bah, le propriétaire a des gros soucis personnels ou quoi, qu'ils peuvent plus non plus le monter, etc. Il y a un peu ce côté-là où, putain, on perd du temps. Enfin, on perd du temps
Et il y a le côté rentabilité. Alors, je ne pense pas que ce soit perçu comme ça par les personnes, évidemment, c'est un peu un gros mot, rentabilité, mais il y a ce côté-là où on ne veut pas gâcher tout le potentiel qu'on a sous la selle, quoi. Ouais. Et ça donne une pression supplémentaire et ça coupe un peu peut-être des ressentis sur à quel rythme en fait on pourrait réellement avancer et surtout de quelle manière on pourrait avancer qui ne soit pas forcément académique. C'est-à-dire on va pas forcément travailler du coup parce que dans les jeunes chevaux, c'est à partir du débourrage, ils sont travaillés 4 à 5 fois par semaine, il faut pas trop les lâcher, quoi. Ouais. Donc, bon, après, voilà, il y en a certains aussi auxquels on s'adapte en fonction de leur état physique et tout ça. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mais il y a ce côté-là où ouais, on se met une pression parce qu'il y a une ligne de conduite à avoir à partir du moment où tu as la responsabilité de valoriser un cheval, alors que, bah, comme tu dis, on n'est pas dans l'optique de le vendre non plus, mais juste de ne pas gâcher le potentiel. Et ça met une grosse pression, j'ai l'impression, aux propriétaires, qui gâchent un peu leur relation parce que des fois, du coup, quand j'étais confrontée à ce genre de problématique, je leur disais souvent, mais cette période-là où vous allez être à pied ou alors vous allez faire que des soins, ça va jouer vachement sur votre relationnel. Et ça va compter pour la suite. Ça va compter sur sa patience, sur son carburant mental un petit peu aussi sur votre compréhension mutuelle et tout ça. Et ça joue, ça compte. Alors, c'est pas valorisé, effectivement, dans le milieu du cheval, le relationnel. On en parle de plus en plus, évidemment, mais bon, on fait pas trop de liberté à côté d'un cheval qui est en train de l'être plongé, tu vois. On attend le dimanche quand il y a plus trop personne ou le jeudi matin très très tôt pour faire un peu de liberté avec son cheval parce que bon, qu'est-ce que tu fais à jouer avec ton poney, quoi. Ouais. Ouais. Et à la fois, c'est hyper important, hyper intéressant. Tu vois, moi, je vais rebondir sur Ouais. mon histoire personnelle. Moi, les plus grands chamboulements, dans le bon sens du terme, finalement, aujourd'hui, avec mon cheval, c'est les jours où il a fait une colique qu'on a dû opérer. Ah ouais. Parce que moi, je suis partie, pour la petite histoire, je suis partie en Nouvelle-Zélande 4 mois pour des raisons perso, en voyage. Et du coup, j'ai fait en sorte que ce soit pendant l'hiver et que mon cheval il soit bossé par quelqu'un d'autre pendant l'hiver. Comme ça, moi, hop, je revenais au mois d'avril, je posais mes fesses sur mon cheval qui était prêt pour faire la saison. J'avais 3 semaines, un mois pour me remettre dedans. Bam, premier concours et hop, on continue la progression. Bah, résultat, le 5 janvier, on m'appelle, on me dit Morgane, on a emmené ton cheval à la clinique, il va falloir l'opérer de colique. Ah, ça veut dire 6 mois, 4 mois de boxe, 6 mois sans monter. Ah putain, le premier truc, c'est merde. Enfin, déjà, merde, mon cheval. Et après, derrière, je me suis dit, mais attends, ma saison. Et en fait, enfin, dans ce cas extrême-là où pendant des heures, tu es en train de pleurer ta race, je me permets, c'est mon podcast, j'ai le droit de dire comme je veux. Tu es en train de pleurer ta race parce que tu te dis ton cheval, il est enfin, tu vois, à tout moment, on m'appelle pour me dire c'est fini, il est mort, machin, il est sur la table d'opération, donc la panique, enfin, c'était horrible. Et, euh, et en fait, tu rentres et tu dis, mais en fait, ma saison, j'en ai rien à secouer. Enfin, tu sais, genre, je suis juste trop contente de le retrouver. Et finalement, bah, c'est là où moi, il y a tout qu'à basculer dans ma vision du cheval, dans ma vision du travail du cheval, etc., etc. Donc, je pense que, alors, est-ce que c'est le milieu que je côtoie aujourd'hui ou est-ce que c'est en vrai le plus gros du milieu? Je pense qu'en fait, on est quand même une grande majorité d'amateurs à avoir ce truc-là. Au fond du fond, si on nous pose vraiment la question, le vrai truc qu'on a envie de faire avec nos chevaux, c'est de passer des bons moments et d'être content de se voir et tout ça, quoi. Mais d'ailleurs, je trouve que moi, je suis pas encore propriétaire non plus. Je suis comme Elodie. Et du coup, j'ai des chevaux qui me sont confiés au travail. En ce moment, j'en ai pas beaucoup. J'en monte principalement un. Et Carole, sa propriétaire, me dit souvent ah, mais si tu veux. Enfin, en gros, je le monte comme je veux et quand je veux. Et on travaille vraiment ensemble ce cheval. Et je veux pas, moi. Je veux pas travailler trop parce qu'en fait, je trouve que par rapport à cette histoire de relation, par rapport aussi aux exigences, moi, je crois que le plus gros challenge de ma vie, ce sera justement de ne pas négliger tout ce dont on vient de parler. Donc, c'est très bien, hein, je le sais, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, mais moi, ma plus grosse difficulté, c'est de ne pas être dans l'ultra exigence technique en permanence et de justement laisser des moments de flou, des moments de vide, des moments où bah, on fait rien. Bon, déjà pour moi, c'est compliqué dans ma vie, mais je pense que je j'aurai mon cheval, ça va être d'autant plus compliqué. Et là, c'est très bien en fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans sa vie parce que sinon, en fait, je suis trop exigeante. Et je trouve que d'en avoir conscience, c'est bien, mais à quel point je serais capable de le mettre en œuvre avec mon propre jeune cheval,
Va vraiment falloir que je sois vigilante, quoi. Mmh. Hyper Mhm. intéressant. Pour conclure, je pense qu'on peut se dire que non, pour travailler bien, on n'est pas obligé de travailler dur, on n'est pas obligé de travailler 1 heure, on n'est pas obligé de travailler tous les jours, on n'est pas obligé de travailler chaque allure, à chaque séance, on n'est pas obligé de, enfin, on est obligé de rien, en fait. Mm. Ouais. Je voulais aussi rebondir, Lucie, au début du podcast, tu parlais de j'ai pas galopé à droite, mince, ma séance est pas totale, etc. En fait, il y a aussi, je trouve, une injonction à tout faire de manière symétrique, entre guillemets, à droite et à gauche, autant de fois, sur la même durée, etc. Et sauf qu'en fait, ça, bah, c'est pas la réalité. En fait, on n'a pas besoin de travailler, en tout cas de la même manière, le côté droit que le côté gauche. Et en massage, par exemple, bah, en fait, des fois, il y a des séances où je regarde l'avant-main à droite et l'arrière-main à gauche. Et je vais pas, entre guillemets, embêter le cheval parce que ça lui demande quand même bah, justement une concentration, une patience, etc. À faire les deux côtés de la même manière, bah, en fait, juste, il en a pas besoin. Et là, le but, c'est d'aller à l'essentiel et de prioriser au cas où si la séance doit être interrompue parce que le cheval en a trop marre, parce que voilà, et je priorise. Et voilà, en fait, vraiment, les deux côtés, je trouve, on n'a pas besoin de se dire, il faut que je fasse exactement la même chose à main droite qu'à main gauche. C'est un peu une pression, je trouve, en plus qu'on se met, on met au cheval. Et puis les choses ne doivent pas être faites de la même manière en plus, Ouais. je trouve. Et moi, je vais juste aussi conclure sur. J'ai l'impression que tout ce qu'on se dit, c'est une histoire d'intention. En fait, le plus important, c'est de définir une intention dans notre séance. Oui. Tu vois, de se dire, bah, qu'est-ce que je bosse aujourd'hui et qu'est-ce que je veux obtenir. Et à partir du moment où on a ça, bah, finalement, on sait quand l'arrêter. Parce que la question, c'est aussi quand arrêter, quand arrêter, quand est-ce que j'ai progressé mais pas mis dans le rouge. Et ben, le vrai premier truc, c'est bah, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler tel point technique, comme tu parlais, Lucie, par exemple, ou plutôt l'aspect relationnel, et du coup, j'ai envie de récompenser le moment de connexion. Donc, paf, mon cheval, il se connecte à moi, j'ai ce fameux super moment de connexion où j'ai l'impression qu'on est méga ensemble et tout, bam, j'arrête. Euh, ou, euh, ou autre chose, tu vois, ou le cardio, où là, pour le coup, on va aller chercher le cardio. Donc, c'est un peu différent. Mais je pense que ce qui manque aussi parfois, peut-être, c'est, tu vois, parfois, on monte pour monter aussi. Tu vois, on se dit, bah, aujourd'hui, j'ai prévu une séance, donc je vais monter 1 heure parce que j'ai 1 heure de mon temps. Mais en vrai de vrai, bah, quelle intention je mets derrière cette séance? Et je crois qu'une fois qu'on a ça, bah, on peut décider si c'est une bonne, enfin, tu vois, le moment d'arrêter, quoi, le bon moment d'arrêter. Est-ce que ça vous va, les filles, comme conclusion? Ouais, Ouais, c'est ouais, bien. complètement. Ok. Eh ben, écoutez, merci beaucoup à l'une et à l'autre pour votre présence ce matin. J'ai adoré cet enregistrement. Et je fais mon petit moment promo. Si vous qui écoutez aussi, vous avez aimé cet épisode, venez nous en parler sur nos réseaux sociaux, à Lucie, à Elodie et ou à moi. Je vous mets tous les liens dans la description de l'épisode de podcast. Et si vous aimez le podcast, allez lui mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si vous voulez être mis au courant des prochaines sorties, abonnez-vous. À très bientôt. Merci encore. Merci, Marie. Merci Morgane.